en 1177 avant notre ère. La cité-État d'Ougarit, joyau de la côte syrienne, suffoque sous la chaleur et la peur. L'air, épais et salé par les vapeurs marines, tremble au-dessus des pierres brûlantes des murs du palais et des artères commerçantes animées. D'ordinaire, à cette heure, le port bourdonnait de milliers de voix en des dizaines de langues. On y parlait l'acadien, le hourite, l'égyptien, les langues des insulaires de Chypre et de Crète. Les navires de Mycène, d'Anatolie et du delta du Nil se pressaient sur les quais, déchargeant du cuivre, de l'étain, des céréales, du vin, de l'ivoire et des encens. Ougarit était le carrefour du monde, la graffe d'or sur la ceinture des civilisations de la fin de l'âge du bronze. Mais aujourd'hui, le port est d'un calme effrayant. Les derniers navires, chargés non pas de marchandises mais de panique, ont pris la mer à la hâte, ne laissant derrière eux qu'un sillage sur l'eau et un silence assourdissant. Au palais royal, dans les archives où étaient conservées des milliers de tablettes d'argile, traités, lois, poèmes et lettres, un scribe, d'une main tremblante, trace les derniers signes cunéiformes sur un morceau d'argile humide. C'est une lettre désespérée, un appel à l'aide envoyé par le roi d'Ougarit, Hammurapi, à son puissant voisin, le roi d'Alachia, seigneur de Chypre. Le scribe couche les mots de son maître. Des navires ennemis sont arrivés, mes villes ont été brûlées, et ils ont fait le mal dans mon pays. Les navires ennemis sont déjà là, ils ont incendié mes villes et causé un tort incommensurable au pays. Mon père ne sait-il donc pas que toutes mes troupes et mes chars sont au pays de Hatti, et que tous mes navires sont au pays de Luka? Ainsi, le pays est livré à lui-même. Cette tablette sera placée dans un four pour être cuite, afin de la rendre éternelle. Mais elle ne sera jamais envoyée. Elle restera là, dans les ruines du palais incendié, ultime témoignage de la chute d'une cité florissante, dernier souffle de tout un monde. Car Ougarit n'était pas seul. Dans toute la Méditerranée orientale, de la Grèce continentale à l'Égypte, des hauts plateaux anatoliens aux terres de Canaan, les incendies dévoraient les villes, les royaumes s'effondraient en poussière, et des peuples disparaissaient des pages de l'histoire. Les grandes civilisations qui avaient bâti leur puissance sur le bronze et les chars, liées par un réseau complexe de commerce et de diplomatie, tombaient les unes après les autres, comme des dominos. Ce n'était pas simplement le déclin d'un empire, c'était un effondrement systémique, une catastrophe totale qui plongea toute la région dans l'obscurité pendant de longs siècles. Les historiens nommeront cet événement l'effondrement de l'âge du bronze. Mais pour les gens qui vivaient à cette époque, c'était la fin du monde. Et le plus terrifiant, c'est que même aujourd'hui, 3000 ans plus tard, nous ne pouvons toujours pas répondre avec une certitude absolue à la question. Qu'est-ce qui, ou qui, a provoqué cet apocalypse? Quelle tempête d'une force inouïe a arraché tout un monde à ses amarres pour le noyer dans l'oubli? Avant de nous plonger dans l'abîme de chaos qui a englouti le monde antique, nous devons comprendre ce qui a été perdu. Le monde du XIIIe siècle avant notre ère, le monde à la veille de la catastrophe, n'était ni sauvage ni barbare. Au contraire, c'était une époque d'une complexité, d'une prospérité et d'une interconnectivité sans précédent. C'était le premier système mondialisé de l'histoire de l'humanité, une sorte de club des grandes puissances, dont les membres se faisaient la guerre et commerçaient, concluaient des mariages dynastiques et s'échangeaient des lettres acerbes, se considérant comme le summum de la création. Faisons un voyage dans ce monde pour en apprécier l'éclat et la grandeur avant qu'il ne sombre à jamais dans les ténèbres. Commençons notre voyage par l'ouest, par la mer Égée. Ici, sur les côtes rocheuses de la Grèce continentale, du Péloponnèse et des îles, dominait une civilisation redoutable et guerrière que nous appelons mycénienne. C'étaient ces mêmes Achéens, chantés par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Leur monde était celui de puissants rois guerriers, portant le titre de Wanax.
Ils régnaient depuis des citadelles imprenables, érigées au sommet de collines, comme Mycène, Tyrante ou Pylos. Les murs de ces forteresses étaient construits de blocs de pierre gigantesques, grossièrement taillés, si énormes que les Grecs des siècles plus sombres qui suivirent croyaient que seuls des géants cyclopes, un œil, avaient pu les bâtir. Derrière ces murs dits cyclopéens se cachaient des palais, les mégarons, ornés de fresques vives représentant des scènes de chasse, de guerre et de rituels religieux. La société mycénienne était rigoureusement hiérarchisée et bureaucratisée. Les scribes des palais, utilisant une écriture syllabique complexe connue sous le nom de linéaire B, enregistraient méticuleusement tout sur des tablettes d'argile. Chaque tête de bétail, chaque sac de grains, chaque épée de bronze et chaque char. Leur richesse reposait sur le contrôle de l'agriculture et du commerce maritime. Les navires achéens sillonnaient toute la Méditerranée orientale, transportant de l'huile d'olive, du vin, des céramiques peintes et, surtout, des mercenaires. Les guerriers mycéniens, vêtus de lourdes armures de bronze, armés de longues lances et d'épées, étaient considérés comme les meilleurs soldats de leur temps et servaient dans toute la région, de l'Égypte à l'Anatolie. C'était le monde d'Agamemnon et de Ménélas. Un monde où l'honneur valait plus que la vie, et la guerre était le principal métier de l'aristocratie. Leur influence s'étendait loin. Ils fondaient des colonies, nouaient des alliances et entraient en conflit. Et, comme nous le verrons plus tard, leur bellicisme insatiable fut peut-être l'un des facteurs qui sapèrent leur propre prospérité. Déplaçons-nous vers l'est, au cœur de la péninsule anatolienne, sur le plateau balayé par les vents où s'étendait la capitale du puissant empire hittite, la ville de Hattusa. Les Hittites étaient une force redoutable, la seule puissance capable de rivaliser d'égal à égal avec l'Égypte. Leur roi portait le titre fier de « Grand roi, roi du pays de Hatti, mon soleil ». Hattusa était l'une des plus grandes villes de son époque, entourée d'une double enceinte de murailles massives avec des portes monumentales ornées de figures de lions, de sphinx et de guerriers. L'empire hittite était un État multinational, cimenté par la force des armes et une diplomatie habile. Les Hittites étaient des maîtres en jurisprudence. Leurs lois se distinguaient par une relative humanité, ainsi que des maîtres des relations internationales. Ce sont eux qui nous ont laissé le premier traité de paix de l'histoire de l'humanité entièrement conservé, le traité de Kadesh, conclu avec le pharaon égyptien Ramsès II après la bataille. Grandiose mais indécise de Kadesh en 1274 avant notre ère. Ce traité, gravé dans la pierre en Égypte et inscrit sur des tablettes d'argile à Hattusa, fixait les frontières, établissait une alliance militaire et stipulait la procédure d'extradition des réfugiés politiques. Mais le principal atout des Hittites était leur puissance militaire. Ils perfectionnèrent le char de combat, le rendant plus léger et plus maniable, et y plaçant un équipage de 3 hommes, un conducteur et 2 guerriers, ce qui en faisait une véritable mitrailleuse de l'âge du bronze. De plus, ce sont les Hittites qui furent les premiers à maîtriser la technologie de la fonte et du travail du fer. À cette époque, le fer était un métal rare et cher, plus précieux que l'or, et utilisé principalement pour fabriquer des objets rituels et des armes de prestige pour les rois. Les Hittites gardaient jalousement leur monopole technologique, comprenant son importance stratégique. Leur empire contrôlait les routes commerciales vitales de l'Asie vers l'Europe et était un maillon clé du système économique mondial. Descendons maintenant vers le sud, dans la fertile vallée du Nil, au royaume des dieux et des pharaons, le nouvel empire égyptien. À l'époque des 19e et 20e dynasties, l'ère des Ramsès, l'Égypte était à l'apogée de sa puissance et de sa splendeur. Le pharaon était considéré comme un dieu vivant, le fils de Ré, et son pouvoir était absolu. Depuis ses capitales, Pi-Ramsès dans le delta du Nil et l'antique Thèbes au sud,
Il régnait sur un immense empire s'étendant de la Nubie, riche en or, jusqu'à la Syrie et la Palestine, aussi connue sous le nom de Canaan, qui étaient des provinces égyptiennes. La richesse de l'Égypte était incalculable. Les crues annuelles du Nil garantissaient des récoltes de céréales abondantes, faisant de l'Égypte le grenier de toute la région. L'or des mines de Nubie coulait à flot dans le trésor du pharaon, lui permettant de mener des constructions grandioses, comme les temples de Karnak et de Luxor, les tombeaux de la vallée des rois, et des statues colossales. L'armée égyptienne, équipée de milliers de chars de combat et renforcée par des archers nubiens et des mercenaires du monde entier, était réputée invincible. L'Égypte était le centre culturel et intellectuel du monde. Ses prêtres possédaient des connaissances approfondies en astronomie, en mathématiques et en médecine. Ses scribes consignaient sur des papyrus des hymnes religieux, des œuvres littéraires et des documents administratifs. Le pharaon, tout comme le roi hittite, était un acteur clé du club des grandes puissances. Nous le savons grâce à des archives uniques, trouvées dans la ville égyptienne d'Amarna. Ces centaines de tablettes d'argile constituent la correspondance diplomatique des pharaons Amenhotep II et Akhenaton avec les rois de Babylonie, d'Assyrie, du Mitanni, de l'Empire hittite et leurs vassaux de Canaan. Les rois s'adressent les uns aux autres en s'appelant « mon frère », s'échangent des cadeaux somptueux comme de l'or, des chevaux, des tissus, arrangent des mariages dynastiques en envoyant leurs filles et sœurs dans les harems de leurs frères, et se plaignent du mauvais état des routes et de la piraterie. Cette correspondance dépeint un monde où les relations internationales étaient intenses et strictement réglementées. L'Égypte était une force stabilisatrice, une sorte de superpuissance dont le bien-être était le garant de la stabilité de tout le système. Entre ces géants se trouvaient des États et des régions plus petits, mais d'une importance vitale. En Mésopotamie, la Babylonie cassitée et la puissance montante de la Syrie moyenne se disputaient l'hégémonie. L'île de Chypre, connue dans les textes anciens sous le nom d'Alachia, était le principal fournisseur de cuivre, la ressource stratégique numéro 1, sans laquelle il était impossible de produire du bronze. Et la côte du Levant, comprenant la Syrie, le Liban, Israël et la Palestine moderne, était parsemée de cités-états portuaires florissantes, comme Ougarit, Byblos, Sidon et Tyr. Ces villes étaient des creusets de culture et des intermédiaires commerciaux essentiels. On y parlait des langues sémitiques. On utilisait à la fois le cunéiforme akkadien pour la correspondance internationale et leur propre invention révolutionnaire. L'un des premiers alphabets du monde. C'est par ces ports que transitaient les flux de marchandises, d'idées et de technologies, reliant l'Égypte, l'Anatolie, la Mésopotamie et le monde égéen. Ainsi, le monde de la fin de l'âge du bronze était un système complexe et interdépendant. Sa prospérité reposait sur 3 piliers. Des empires agraires stables assurant la sécurité alimentaire, comme l'Égypte et la Mésopotamie. Le contrôle des ressources stratégiques, le cuivre de Chypre et l'étain du lointain Afghanistan. Et la sécurité des routes commerciales internationales, tant maritimes que terrestres. Les élites palatiales de ces États avaient créé une culture véritablement luxueuse, s'échangeant non seulement des biens, mais aussi des artisans, des médecins, des scribes et des idées. Mais cette complexité et cette interdépendance étaient aussi leur talon d'Achille. Le système était si étroitement imbriqué que l'effondrement d'une de ses parties pouvait provoquer une réaction en chaîne et faire s'écrouler tout l'édifice. Aucun des rois puissants qui s'échangeaient des lettres grandiloquentes, aucun des riches marchands qui armaient des navires, aucun des guerriers qui polissaient leurs armures de bronze ne pouvait imaginer que leur monde brillant, qui semblait éternel, était au bord du gouffre. Le monde des grands rois semblait forgé dans le bronze, un alliage solide, brillant et fiable. Mais sous cette façade étincelante se cachait un système complexe et vulnérable,
dont la stabilité dépendait du fonctionnement ininterrompu d'un gigantesque mécanisme économique et politique. Examinons de plus près cette toile de civilisation pour comprendre comment les fils ténus du commerce et de la diplomatie maintenaient ce monde en équilibre, et pourquoi la rupture d'un seul d'entre eux pouvait conduire à la catastrophe. Au cœur de tout le système économique se trouvait l'alliage de bronze lui-même. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, généralement dans une proportion d'environ 9:1. C'est le bronze qui a donné son nom et sa puissance à cette époque. On fabriquait en bronze tout ce qui était essentiel. Les armes, épées, pointes de lances et de flèches, les armures, les casques, les outils de travail, haches, fossiles, ciseaux, et les objets de luxe, statues, récipients, bijoux. Le contrôle de la production et de la distribution du bronze était le fondement du pouvoir de l'élite palatiale. Une armée équipée de bronze était invincible face à des tribus utilisant des armes en pierre ou en cuivre. Les artisans possédant des outils en bronze pouvaient créer des œuvres d'art et construire des monuments. Le bronze était le pétrole, l'acier et l'uranium de son temps, un matériau stratégique qui déterminait l'équilibre géopolitique. Et c'est là que réside la première et principale vulnérabilité de ce système. Les composants nécessaires à la production de bronze, le cuivre et l'étain, sont extrêmement rares dans la nature et, surtout, ne se trouvent presque jamais ensemble. Les gisements de cuivre étaient connus et exploités à plusieurs endroits, mais la principale île de cuivre de toute la Méditerranée orientale était Chypre, ou Alachia. Les mines de cuivre chypriotes fonctionnaient à une échelle industrielle, fournissant des milliers de tonnes de métal de la plus haute qualité à tous les coins du monde civilisé. Le contrôle de Chypre, ou du moins des relations amicales avec elle, était vital pour toute grande puissance. Avec l'étain, la situation était encore plus compliquée. Les gisements d'étain importants les plus proches de la Méditerranée orientale se trouvaient à des milliers de kilomètres à l'est, dans les montagnes de l'actuel Afghanistan et peut-être de l'Ouzbékistan. De là, par de longues et dangereuses routes caravanières, à travers le plateau iranien et la Mésopotamie, ce métal précieux parvenait aux ports du Levant, puis aux ateliers d'Égypte, d'Anatolie et du monde Égéen. Il existait probablement d'autres sources occidentales, peut-être en Europe, mais la route afghane était la principale. Cela signifie que toute l'économie de la fin de l'âge du bronze dépendait de manière critique du commerce international à très longue distance. Pour qu'un guerrier mycénien en Grèce reçoive son épée de bronze, il fallait qu'un mineur chypriote extrait le cuivre et qu'un prospecteur afghan trouve l'étain. Ces deux métaux devaient ensuite parcourir des milliers de kilomètres par mer et par terre, franchir des dizaines de frontières et de douanes, pour se rencontrer dans le creuset d'un artisan grec. Ce système exigeait une stabilité politique et une sécurité tout au long des routes commerciales. Tout conflit majeur en Mésopotamie, toute déstabilisation au Levant, une recrudescence de la piraterie en mer, tout cela pouvait interrompre les fragiles chaînes d'approvisionnement. L'arrêt des livraisons d'étain aurait signifié une famine d'étain, paralysant l'industrie militaire de toutes les grandes puissances. Elles étaient indépendantes les unes des autres comme jamais auparavant. C'est précisément pour gérer ce système complexe qu'est apparu ce fameux club des grandes puissances que nous connaissons grâce aux archives d'Amarna. La diplomatie n'était pas une simple question de prestige, mais un outil de régulation économique. Les rois n'échangeaient pas seulement des politesses, mais aussi des biens vitaux. Le pharaon envoyait de l'or au roi hittite, qui lui envoyait en retour de l'argent, des chevaux et peut-être du fer. Le roi de Babylone demandait au pharaon de lui envoyer des maîtres charrons, offrant en échange du lapis-lazuli des mines afghanes. Le commerce prenait principalement la forme d'un échange de cadeaux d'État entre les palais. Le commerce privé existait certainement, en particulier dans des centres cosmopolites comme Ugarit, mais les flux principaux de biens stratégiques s'étaient contrôlés par les rois.
Ce système reposait sur la confiance, les obligations mutuelles et l'équilibre des forces. Chaque grand roi reconnaissait le statut égal des autres grands rois, mais veillait jalousement à ce qu'aucun n'obtienne un avantage décisif. La confirmation de ce commerce maritime mondialisé nous a été donnée par l'une des plus importantes découvertes archéologiques sous-marines du XXe siècle, l'épave du Luburun. Découvert au large des côtes de la Turquie en 1982, ce navire a coulé vers 1300 avant notre ère, à l'apogée de l'âge du bronze. Sa cargaison est une véritable capsule temporelle, un instantané du commerce international de l'époque. À bord se trouvaient environ 10 tonnes de cuivre chypriote sous forme de lingots standards en forme de peau de bœuf, et environ 1 tonne d'étain. C'était suffisant pour armer une petite armée. Mais ce n'était que le début. Les archéologues ont découvert de l'ivoire brut et des défenses d'hippopotames, des centaines d'amphores cananéennes contenant de la résine de térébinthe utilisée pour fabriquer de l'encens, du bois d'ébène de Nubie, des lingots de verre de Mésopotamie et d'Égypte, des céramiques mycéniennes peintes, des outils en cuivre et en bronze, des scarabées égyptiens, dont un scarabée en or au nom de la reine Néfertiti, des sceaux cylindres assyriens, des armes de Grèce et de Canaan, et même de l'ambre de la Baltique. La cargaison de ce seul navire provenait d'au moins 7 cultures différentes. C'était la preuve tangible de l'intensité et de l'étendue des liens commerciaux. Le navire venait très probablement des ports du Levant et se dirigeait vers l'ouest, vers la mer Égée. Sa perte fut une tragédie pour ses propriétaires, mais pour nous, c'est un témoignage inestimable de la complexité et de la richesse d'un monde qui allait bientôt disparaître. Cependant, ce système avait un revers. L'économie était entièrement centralisée. Toute la vie économique tournait autour du palais. Le palais collectait les impôts sous forme de produits alimentaires et artisanaux, stockait les surplus dans des entrepôts, distribuait les rations et les matières premières, organisait les expéditions commerciales et entretenait l'armée et les fonctionnaires. Ce système était efficace en temps de stabilité, mais extrêmement fragile. Il ressemblait à un organisme géant avec un seul cerveau. Si le palais était détruit, toute la structure économique et sociale de la région s'effondrait avec lui. L'écriture disparaissait, car les scribes servaient le palais. Le commerce cessait, car il était organisé par le palais. La construction monumentale et la production d'objets de luxe s'arrêtaient, car le commanditaire était le palais. Les paysans et les artisans, privés du pouvoir central qui les protégeait et les nourrissait, se retrouvaient livrés à eux-mêmes. Ainsi, la prospérité de la fin de l'âge du bronze reposait sur les fondations d'un commerce international complexe de ressources stratégiques et d'une économie palatiale rigoureusement centralisée. Ce système a donné naissance à de grandes civilisations, mais il portait aussi en lui les germes de leur propre destruction. Toute perturbation majeure, qu'il s'agisse d'une guerre, d'une famine, d'une révolte ou d'une catastrophe naturelle, pouvait déclencher un effet domino impossible à arrêter. Et, comme nous le verrons bientôt, à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, ce monde fragile fut frappé non pas par un, mais par plusieurs fléaux à la fois. Une catastrophe arrive rarement soudainement. Elle est généralement précédée d'une période où des fissures apparaissent dans les fondations du monde, où l'air se remplit d'un pressentiment de malheur. Il en fut de même à la fin de l'âge du bronze. Bien avant que les villes ne s'embrasent et que les royaumes ne tombent en poussière, des symptômes d'une crise profonde commencèrent à se manifester dans ce système complexe et interconnecté. C'étaient les premiers grondements d'un tonnerre lointain que la plupart des grands rois, aveuglés par leur propre puissance, préférèrent ignorer. L'un des facteurs les plus puissants et probablement fondamentaux qui ont sapé la stabilité du monde antique fut le changement climatique. Les paléoclimatologues modernes, en étudiant les cernes des arbres, les sédiments lacustres et la composition des isotopes dans les stalagmites des grottes, sont parvenus à la conclusion qu'à partir d'environ 1250 avant notre ère,
la Méditerranée orientale a connu une longue période de sécheresse. Ce changement climatique ne fut pas un événement ponctuel, mais plutôt d'une détérioration progressive mais inexorable des conditions météorologiques, qui a duré plusieurs décennies. Les hivers sont devenus plus secs, les températures estivales plus élevées. Les précipitations ont diminué, entraînant une baisse du niveau des rivières et un épuisement des nappes phréatiques. Pour des civilisations dont l'économie reposait sur l'agriculture, c'était un arrêt de mort. L'Égypte, dont la prospérité dépendait des crues du Nil, fut moins touchée, bien que là aussi, des textes mentionnent des crues faibles et des famines. Mais pour la Grèce mycénienne, l'Empire hittite et les États du Levant, où l'agriculture dépendait des pluies, les conséquences furent catastrophiques. Les mauvaises récoltes devinrent fréquentes. Dans les archives hittites, on a conservé des lettres désespérées dans lesquelles le roi hittite supplie le pharaon d'envoyer des navires chargés de céréales pour sauver son peuple de la famine. Les fouilles archéologiques montrent que dans les dernières décennies de leur existence, de nombreuses villes ont construit des systèmes d'approvisionnement en eau complexes, comme des citernes souterraines et des tunnels menant à des sources, ce qui témoigne d'une grave pénurie d'eau. La faim sapait les fondements de l'économie palatiale. Les paysans, incapables de payer l'impôt en grains, se ruinaient et fuyaient. Les entrepôts des palais se vidaient. Le pouvoir du roi, qui aux yeux de son peuple était responsable de la fertilité et de la prospérité, commençait à vaciller. Des gens affamés et désespérés devenaient un terreau fertile pour les rébellions et les troubles sociaux. La faim et l'instabilité engendrèrent un autre phénomène redoutable, des migrations massives et un banditisme social. Les textes de l'époque sont remplis de mentions de certains peuples connus sous le nom de Ahabiru ou Apiru. Ce n'était pas un terme ethnique mais social désignant des personnes qui avaient été exclues de la structure sociale. Des paysans en fuite, des artisans ruinés, des déserteurs, des exilés. Ils se regroupaient en bandes armées, vivaient dans des régions montagneuses difficiles d'accès et se livraient au pillage, attaquant les caravanes et les villages. Essentiellement, c'étaient des gens à qui le système n'avait laissé d'autre choix que de vivre en marge de la loi. Avec l'aggravation de la crise, le nombre de Habiru augmenta de façon exponentielle, les transformant en une menace sérieuse pour le pouvoir de l'État, en particulier en Canaan et en Syrie. Mais les migrations prirent des formes encore plus vastes. Des tribus et des peuples entiers, poussés par la faim et la guerre depuis leur terre natale quelque part dans les Balkans, la région de la mer Noire ou l'Anatolie occidentale, se mirent en mouvement. Ces déplacements créèrent un effet domino. Un groupe en chassait un autre, qui à son tour en attaquait un troisième, et toute cette masse énorme de gens, telle une avalanche, roulait lentement mais inexorablement vers le sud et l'est, en direction des civilisations riches et prospères, mais déjà affaiblies. Sur fond de ces crises profondes, les guerres traditionnelles entre les grandes puissances ne cessaient pas. Elles épuisaient encore plus les ressources et ébranlaient le système. L'un de ces conflits, qui grâce à Homère, est devenu le symbole de toute une époque, fut vraisemblablement la guerre de Troie. Les historiens et archéologues modernes s'accordent pour la plupart à dire que derrière le récit épique se cache un conflit historique réel qui a eu lieu vers le milieu du XIIIe ou le début du XIIe siècle avant notre ère. Troie, ou Wilusa comme l'appelaient les Hittites, était une cité-État stratégiquement importante près du détroit des Dardanelles, contrôlant la route maritime la plus courte de la mer Égée à la mer Noire, ainsi que d'importantes routes terrestres en Anatolie. Les fouilles archéologiques sur la colline d'Hisarlik en Turquie, où se trouvait Troie, ont révélé plusieurs couches de destruction datant de cette période. Il s'agissait probablement d'une guerre prolongée ou d'une série de guerres entre une coalition de royaumes achéens, c'est-à-dire mycéniens, et Troie avec ses alliés anatoliens. Pour les Mycéniens, ce fut une expédition coûteuse outre-mer
nécessitant la mobilisation d'une flotte et d'une armée immense. Pour les Hittites, qui considéraient Troie comme leur vassal ou, du moins, comme un partenaire important, cette guerre était une menace directe pour leur influence dans la région. Ce conflit, quelle qu'en ait été l'issue, a détourné et épuisé les forces des deux plus grands acteurs de la région égéenne anatolienne, les rendant plus vulnérables à d'autres menaces. Le roi hittite fut contraint de maintenir ses meilleures troupes à l'ouest, tandis qu'à l'est, il était menacé par la montée en puissance de la Syrie, et la famine couvait dans tout le pays. Les rois mycéniens, de retour de Troie, s'ils en sont revenus, trouvèrent leurs royaumes affaiblis et leurs trésors vides. Un autre signe inquiétant de la tempête qui s'annonçait fut l'augmentation des raids de pirates. La piraterie maritime a toujours existé, mais à la fin de l'âge du bronze, elle prit une ampleur sans précédent. Dans les lettres d'Ougarit et les archives hittites, on mentionne constamment des gens du pays de Luka, une région du sud-ouest de l'Anatolie, et d'autres pirates qui attaquent les navires de commerce et les villes côtières. Cela perturbait le commerce, rendant les voyages en mer mortellement dangereux. Même la puissante Égypte souffrait des raids des tribus libyennes de l'Ouest et de leurs mystérieux alliés venus de la mer. Tous ces facteurs, la sécheresse, la faim, les migrations, les révoltes internes, les guerres épuisantes et la piraterie, n'agissaient pas isolément. Ils s'entremêlaient en un nœud serré, créant un effet de synergie. La faim provoquait les migrations engendraient les guerres détruisaient l'économie et provoquaient encore plus de faim. Le système entra dans une spirale infernale et chaque nouvelle boucle ne faisait qu'aggraver la situation. Le monde de la fin de l'âge du bronze était malade. Son système immunitaire était affaibli, et lorsqu'il subit le coup de grâce, il ne put plus résister. L'orage approchait, et son nom était « les peuples de la mer ». Le monde, déjà à genoux, affaibli par la faim et les querelles intestines, sembla recevoir un coup dévastateur de l'extérieur. Comme sur un signal sinistre, une vague de destruction sans précédent dans l'histoire déferla de la mer sur les rivages prospères de la Méditerranée orientale. Les chroniques égyptiennes, gravées sur les murs des temples, désignent ces envahisseurs mystérieux par le terme collectif de « peuple de la mer ». Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? C'est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire ancienne. Il ne s'agissait pas d'un peuple unique ni de l'armée d'un seul État. C'était une confédération hétéroclite et multitribale de guerriers et de migrants, mise en mouvement pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement. Il s'agissait probablement de ces mêmes peuples qui avaient été chassés de leurs terres par la faim et la guerre, et qui, maintenant regroupés en hordes immenses, cherchaient une nouvelle patrie, détruisant tout sur leur passage. Les sources égyptiennes, en particulier les inscriptions et les reliefs du temple funéraire de Ramsès II à Médinet Abou, énumèrent les noms de certaines de ces tribus. Les Pélézètes, que la plupart des chercheurs identifient aux Philistins de la Bible, les Djekkers, peut-être liés à un peuple d'Anatolie, les Cherden, que l'on associe à la Sardaigne, représentés avec des casques à cornes caractéristiques et déjà connus des Égyptiens comme mercenaires et pirates, les Shekelesh, peut-être de Sicile, les Danuna, que certains chercheurs lignent aux Danaens d'Homère, ainsi que les Teresh, les Weshesh et d'autres. Leur origine est floue, les Balkans, l'Asie mineure, les îles de la mer Égée, l'Italie. Il s'agissait très probablement d'un conglomérat de différents peuples, une sorte d'international barbare uni pour le pillage et la conquête. Les reliefs de Médinet Abou ne les représentent pas seulement comme des guerriers. À côté des hommes armés de longues épées et de boucliers ronds, nous voyons des chariots tirés par des bœufs sur lesquels sont assises leurs femmes et leurs enfants. Ce n'était pas un simple raid militaire, c'était une migration de peuples. Ils ne se contentaient pas de piller les villes, ils les réduisaient en cendres pour s'installer sur les ruines.
Leur tactique de guerre était nouvelle et terrifiante pour les armées de l'âge du bronze. Tandis que les armées des grandes puissances misaient sur des corps d'élite de chars de combat, les peuples de la mer leur opposèrent une infanterie de masse, bien armée. Leurs guerriers utilisaient de longues épées de taille d'un nouveau type, dit Nao II, plus efficaces en combat rapproché que les épées d'estoc des Mycéniens et des Hittites. Ils étaient également d'habiles marins. Leur flottille de navires légers et maniables semait de la terreur sur toute la côte. Ils agissaient avec une cruauté incroyable, laissant derrière eux une terre brûlée. La trace archéologique de leur invasion est facile à lire dans toute la Méditerranée orientale. C'est une épaisse couche de cendres qui marque la fin de la strate culturelle de la fin de l'âge du bronze dans des dizaines de villes. Suivons cette traînée de feu. Apparemment, la première vague de l'attaque a frappé l'Anatolie et l'Empire hittite. Vers 1200 avant notre ère, la puissante capitale des Hittites, Hattusa, fut prise d'assaut, pillée et entièrement incendiée. Le grand empire qui rivalisait d'égal à égal avec l'Égypte cessa d'exister presque du jour au lendemain. D'autres villes hittites importantes périrent avec la capitale. L'écriture, l'administration, la culture, tout disparut. Le peuple hittite se fondit parmi les nouveaux arrivants et seules de petites principautés néo-hittites, ne conservant qu'un pâle reflet de la grandeur passée, survécurent pendant quelques siècles dans les montagnes du sud-est de l'Anatolie et du nord de la Syrie. Puis la tempête s'abattit sur Chypre. Des villes florissantes qui s'enrichissaient grâce au commerce du cuivre, comme Nkomi et Kition, furent détruites et incendiées. Les mines de cuivre furent abandonnées. Ce fut un coup dévastateur pour tout le système économique de la région. L'arrêt des livraisons de cuivre chypriote signifiait la fin de l'industrie du bronze. La victime suivante fut le Levant. C'est là, à Ougarit, que nous avons le témoignage le plus frappant et le plus tragique de la catastrophe. Les dernières lettres du roi Hammurapi, trouvées dans le four, dépeignent une scène de panique et de désespoir. L'ennemi est aux portes, et l'armée et la flotte sont loin, aidant les Hittites, qui apparemment étaient déjà condamnés. La ville fut prise et détruite par le feu vers 1185 avant notre ère. Le même sort frappa de nombreuses autres villes de Syrie et de Canaan. La civilisation qui avait donné l'alphabet au monde fut rejetée des siècles en arrière. Simultanément ou un peu avant, une vague de destruction déferla sur le monde égéen. Les unes après les autres, les citadelles imprenables des rois mycéniens tombèrent. Mycène, Tyrante, Pylos, toutes furent détruites et incendiées. Le palais de Nestor à Pylos, à en juger par les tablettes en linéaire B qui y ont été trouvées, se prépara à la défense jusqu'au dernier moment. Les derniers enregistrements parlent de la mobilisation de rameurs pour la flotte et d'observateurs sur la côte. Mais cela n'aida pas. Le palais fut incendié, et avec lui disparut à jamais l'écriture mycénienne. Qui a détruit les citadelles mycéniennes? Les peuples de la mer. Ou fut-ce le résultat de guerres intestines et de révoltes sur fond de crise générale? Nous ne le savons pas avec certitude, peut-être les deux. Mais le résultat fut le même. La civilisation mycénienne s'effondra. La Grèce plongea dans ce qu'on appelle les siècles obscurs, une période de déclin, de dépopulation et d'oubli des grands arts du passé. La seule puissance qui réussit à tenir bon fut l'Égypte. Mais elle paya un prix terrible. Une première vague d'invasion vint de l'ouest sous le pharaon Mérenptah, vers 1208 avant notre ère. C'étaient les Libyens et leurs alliés des peuples de la mer. Mérenptah réussit à les écraser dans une bataille sanglante. Mais le coup le plus puissant fut porté en l'an 8 du règne du pharaon Ramsès III, vers 1177 avant notre ère. C'était cette même grande horde qui avait déjà détruit le royaume hittite et ougarite. Ils avançaient par terre et par mer, avec l'intention de s'installer dans le fertile delta du Nil.
Ramsès III les affronta à la frontière. Les reliefs de Médinette Abou immortalisent deux batailles grandioses. Dans la bataille terrestre, les chars et les archers égyptiens stoppèrent la progression des hordes de fantassins et de leurs chariots. Et dans l'embouchure du Nil, la flotte égyptienne attira les navires des peuples de la mer dans un piège et les anéantit complètement. Ramsès III avait sauvé l'Égypte. Il écrivit avec fierté comment il avait terrassé ceux qui avaient envahi ses frontières et comment il les avait exterminés. Il dit qu'ils étaient comme des oiseaux pris au piège et que leurs cœurs et leurs âmes avaient disparu à jamais. Mais cette victoire fut une victoire à la Pyrrhus. La guerre épuisa complètement l'économie de l'Égypte. Elle perdit toutes ses possessions d'outre-mer en Canaan et en Syrie. Le nouvel empire, le dernier des grands empires de l'âge du bronze, entra dans une longue période de déclin dont il ne se remettra jamais. L'Égypte a survécu, mais le monde dans lequel elle était une superpuissance avait cessé d'exister. La tempête se calma, mais à la place du monde brillant des palais et des empires, il ne restait que des ruines fumantes. Nous avons donc devant nous un tableau de destruction totale. De grandes civilisations qui avaient prospéré pendant des siècles se sont effondrées en l'espace d'une ou deux générations. Comment cela a-t-il pu se produire? Pourquoi des systèmes qui semblaient si puissants et stables se sont-ils révélés si fragiles? Pendant des décennies, les chercheurs ont débattu, essayant de trouver une cause unique à la catastrophe. Certains accusaient les peuples de la mer, d'autres, la sécheresse, d'autres encore, les tremblements de terre. Et en effet, la région est sismiquement active, et de nombreuses villes portent les traces de destruction sismique. D'autres enfin, les révoltes internes. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que l'effondrement de l'âge du bronze n'est pas le résultat d'une seule cause. Ce fut une tempête parfaite, un exemple classique d'effondrement systémique où de multiples facteurs négatifs ont coïncidé dans le temps et se sont mutuellement renforcés, provoquant une réaction en chaîne dévastatrice. Essayons de reconstituer cette séquence mortelle d'événements, cet effet domino. Le premier domino, c'est le climat. Tout a commencé par une sécheresse prolongée qui a frappé toute la région. Ce n'est pas une hypothèse, mais un fait scientifiquement prouvé. La sécheresse a entraîné des années de mauvaises récoltes. Le deuxième domino, c'est la faim et la déstabilisation. Les mauvaises récoltes ont provoqué une famine de masse. Les greniers des palais, fondement de la stabilité, se sont vidés. Le pouvoir central, incapable de nourrir son peuple, a perdu sa légitimité. Des troubles internes ont éclaté, des révoltes. Les paysans ont fui leurs terres, grossissant les rangs des Habirous et des bandes de brigands. Les États, en particulier l'Empire hittite et les royaumes mycéniens, ont été affaiblis de l'intérieur. Le troisième domino, ce sont les migrations. La faim et les guerres dans les régions moins développées à la périphérie du monde civilisé, dans les Balkans, la région de la mer Noire, ont mis en mouvement d'énormes masses de gens. Ces vagues migratoires, que nous connaissons sous le nom collectif de peuples de la mer, ont déferlé vers le sud et l'est, chassant certaines tribus et en entraînant d'autres. Le quatrième domino, c'est la perturbation du commerce. Les déplacements massifs de population, la montée du banditisme sur terre et de la piraterie en mer ont rendu les routes commerciales internationales extrêmement dangereuses. Les caravanes étaient pillées, les navires coulés. Les fragiles chaînes d'approvisionnement dont dépendait toute l'économie ont commencé à se rompre. Les livraisons d'étain d'Afghanistan, de cuivre de Chypre, de céréales d'Égypte sont devenues irrégulières et ont finalement cessé. Le cinquième domino, c'est l'effondrement économique. L'arrêt du commerce a signifié la fin de l'industrie du bronze. Les palais ne pouvaient plus produire des armes en quantité suffisante pour équiper leurs armées. Les artisans, privés de matières premières et de commandes du palais, ont fait faillite. Toute l'économie palatiale complexe, basée sur la redistribution, s'est effondrée.
Le sixième domino, c'est l'effondrement militaire. Affaiblissent par la faim, les troubles internes et la crise économique, les grandes puissances ont dû faire face à l'invasion des peuples de la mer. Leurs armées, qui reposaient peut-être encore sur une tactique obsolète utilisant des chars, se sont révélées inefficaces contre la nouvelle infanterie de masse des envahisseurs. Les royaumes, épuisés par leurs guerres précédentes les uns contre les autres, comme les Mycéniens et les Troyens, n'ont pas pu opposer une résistance coordonnée. Le septième domino, c'est la destruction des centres. Les envahisseurs ont délibérément détruit les palais, qui étaient les centres névralgiques de la civilisation. Avec la chute du palais, tout s'effondrait. Le système administratif, l'écriture, la religion, l'art. Ce n'était pas une simple conquête, mais une décapitation de la civilisation. C'est cette séquence, de la sécheresse à la faim aux migrations, des migrations à la perturbation du commerce, et enfin à la défaite militaire et à la destruction des centres politiques, qui constituent le modèle de l'effondrement systémique. Chaque facteur a aggravé les autres. La mondialisation, qui était la source de la prospérité au XIIIe siècle, est devenue la cause de la ruine au XIIe. L'interdépendance s'est transformée en une vulnérabilité généralisée. Lorsque l'un des piliers du système s'est effondré, comme l'Empire hittite, cela a exercé une pression supplémentaire sur les autres, jusqu'à ce que toute la structure s'écroule. Un autre facteur technologique important s'inscrit parfaitement dans ce modèle. L'apparition du fer. Comme nous nous en souvenons, les Hittites détenaient le monopole du travail du fer, mais l'utilisaient comme un objet de luxe. Dans les conditions de l'effondrement, lorsque les livraisons de cuivre et d'étain pour la production de bronze ont cessé, le fer a soudainement acquis une nouvelle importance. Le minerai de fer, contrairement au minerai de cuivre et surtout d'étain, se trouve presque partout dans la nature. Sa technologie de traitement était plus complexe, mais une fois maîtrisée, elle donnait accès à une source illimitée de métal pour la production d'armes et d'outils. Les peuples de la mer et d'autres groupes agissant sur les décombres des anciens empires ont activement maîtrisé et diffusé cette nouvelle technologie. Le fer a démocratisé la guerre. Désormais, n'importe quel chef de tribu ayant accès aux minerais locaux et à des forgerons pouvait armer son armée. Les palais ont perdu leur monopole sur le métal stratégique. Un nouvel âge commençait, l'âge du fer. Mais il naissait sur les os de son prédécesseur, dans le feu et le chaos. Ainsi, l'effondrement de l'âge du bronze n'était pas un mystère que l'on peut expliquer avec une seule clé. C'était une tragédie aux multiples acteurs et causes. C'était une leçon d'histoire sur le fait que même les civilisations les plus complexes et les plus puissantes peuvent s'avérer être des colosses aux pieds d'argile, et que leur éclat et leur prospérité ne sont pas une garantie d'existence éternelle. Lorsque la fumée des incendies se dissipa et que les derniers cris se turent, un spectacle terrifiant s'offrit aux yeux des quelques survivants. Le monde était méconnaissable. À la place des empires florissants et des villes commerçantes animées, il n'y avait que des ruines. Selon les estimations des démographes, la population de la Méditerranée orientale a diminué de 50%, et dans certaines régions, comme la Grèce et l'Anatolie, jusqu'à 90%. Ce fut une catastrophe démographique comparable en ampleur aux conséquences d'une guerre nucléaire. Les conséquences de cet effondrement ont déterminé le cours de l'histoire pour les siècles à venir, créant un paysage géopolitique et culturel entièrement nouveau. La première et la plus évidente conséquence fut la disparition des grands empires et l'avènement d'une fragmentation politique. L'empire hittite cessa d'exister. La civilisation mycénienne sombra dans l'oubli. L'Égypte, bien qu'elle ait survécu, perdit à jamais son statut de superpuissance et ses possessions asiatiques, se repliant sur la vallée du Nil. À la place d'immenses États centralisés, un vide de pouvoir se créa, qui fut progressivement comblé par des dizaines de petits royaumes, principautés et cités-États.
Ce nouveau monde était beaucoup plus local et fragmenté. La deuxième conséquence terrible fut la perte de savoir et de technologie. Avec les palais périrent aussi les archives et les écoles de scribes. Des systèmes d'écriture complexes, comme le cunéiforme hittite et le linéaire B mycénien, furent complètement oubliés. L'humanité désapprit à lire et à écrire pendant plusieurs siècles. Cette période de l'histoire grecque n'est pas appelée sans raison les siècles obscurs. Avec l'écriture furent perdues aussi les compétences complexes en architecture, en ingénierie et en administration. La construction monumentale cessa, l'art devint plus primitif, le commerce international s'arrêta, le monde régressa, revenant à des formes plus simples d'organisation sociale et économique. On assista à une désurbanisation et à un retour à une économie de subsistance. Les villes, si elles n'avaient pas été détruites, se vidèrent. Les gens quittèrent les ruines et se dispersèrent dans de petits villages isolés. La base de l'économie redevint l'agriculture de subsistance et l'élevage. Le niveau de vie chuta brutalement. Le monde devint plus pauvre, plus simple et plus dangereux. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, la destruction de l'ancien monde créa les conditions de la naissance d'un nouveau. Sur les décombres des civilisations de l'âge du bronze, commencèrent à germer les pousses de futures grandes cultures. L'effondrement, en détruisant les structures rigides et hiérarchiques des monarchies palatiales, ouvrit la voie à des sociétés nouvelles, plus flexibles et dynamiques. En Grèce, après 3 siècles d'obscurité, d'oubli et d'isolement, une civilisation entièrement nouvelle commença à se former. Ayant oublié leurs ancêtres, les rois mycéniens, les Grecs se mirent à construire une société basée sur la police, la cité-État indépendante. Ils empruntèrent aux Phéniciens et perfectionnèrent l'alphabet, un système d'écriture simple et accessible qui, contrairement au cunéiforme complexe, n'était pas l'apanage d'une caste étroite de scribes. Cette nouvelle alphabétisation favorisa le développement de la démocratie, de la philosophie et de la littérature. Ainsi, des cendres du monde mycénien naquit la Grèce classique, le monde d'Homère, de Périclès et d'Aristote. Au levant, sur les ruines des cités-États cananéennes, s'élevèrent les Phéniciens. Libérés de la domination de l'Égypte et des Hittites, ces courageux marins et marchands de Tyr, Sidon et Byblos, créèrent un nouvel empire commercial qui s'étendit sur toute la Méditerranée, atteignant les côtes de l'Espagne et même l'océan Atlantique. Ils devinrent les principaux intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, diffusant non seulement des marchandises, mais aussi leur principal produit culturel, l'alphabet. De nouveaux peuples s'installèrent également sur les terres de Canaan, dévastées par la guerre. Sur la bande côtière s'établirent les Philistins, descendants de l'un des peuples de la mer, les Pélézètes. Ils apportèrent avec eux la technologie du travail du fer et créèrent une confédération de 5 villes, la Pentapole, devenant pour longtemps la principale force militaire de la région. Et dans les contreforts de la Judée commença à se former un nouveau peuple, les anciens Israélites. Dans le vide politique, ils purent créer leur propre royaume unifié sous le règne des rois Saül, David et Salomon, jetant les bases d'une religion monothéiste qui exercera plus tard une influence considérable sur toute l'histoire du monde. En Anatolie, de nouveaux peuples succédèrent aux Hittites, les Phrygiens, les Lydiens. En Mésopotamie, l'effondrement affaiblit la Babylonie et donna sa chance à la Syrie qui, se remettant du choc, se transformera bientôt en un nouvel empire de l'âge du fer, encore plus redoutable et cruel. Ainsi, l'effondrement de l'âge du bronze fut une sorte de redémarrage de l'histoire. Il détruisit l'ancien monde globalisé des empires palatiaux, mais déblaya le terrain pour un nouveau monde de l'âge du fer, plus dynamique et diversifié. Ce fut une transition douloureuse et sanglante qui fit régresser l'humanité de plusieurs siècles. Mais c'est dans ce chaos, dans ces siècles obscurs, que furent jetées les fondations du monde que nous appelons aujourd'hui l'Antiquité, et en fin de compte,
les fondations de toute la civilisation occidentale. L'histoire de l'effondrement de l'âge du bronze n'est pas un simple récit de rois anciens et de batailles oubliées. C'est un rappel profond et troublant de la fragilité de la civilisation humaine. Le monde de la fin du bronze, avec son système complexe de commerce international, ses alliances diplomatiques et ses échanges culturels, ressemblait à bien des égards à notre monde globalisé contemporain. Et sa chute nous enseigne plusieurs leçons importantes. Elle montre comment l'interdépendance peut se transformer en une vulnérabilité généralisée. Lorsque les systèmes deviennent trop complexes et étroitement liés, une défaillance dans une partie peut provoquer une défaillance en cascade sur l'ensemble du réseau. Elle démontre comment le changement climatique peut devenir le déclencheur de catastrophes sociales et politiques, provoquant la faim, des migrations massives et des guerres pour les ressources. Elle nous avertit qu'aucun développement technologique et culturel n'est une garantie contre l'effondrement si une société perd sa capacité à s'adapter aux nouveaux défis. Aujourd'hui, en regardant les ruines d'Ugarit, de Hattusa et de Mycène, nous ne voyons pas de simples pierres. Nous voyons l'ombre du passé qui se projette aussi sur notre présent. Nous voyons un avertissement, inscrit sur des tablettes d'argile cuite et gravé sur les murs de palais détruits. L'histoire de la façon dont tout un monde a disparu en un clin d'œil nous pousse à nous demander à quel point notre propre civilisation, bien plus complexe et interconnectée, est-elle durable? Quels peuples de la mer nous menacent aujourd'hui, qu'il s'agisse du changement climatique, des crises économiques, des pandémies ou de nouveaux conflits dévastateurs? Et serons-nous capables, contrairement aux grands rois de l'âge du bronze, de reconnaître à temps les signes de la tempête qui s'annonce et de trouver en nous la sagesse et la volonté de la prévenir? La réponse à cette question n'est pas encore écrite. Elle s'écrit en ce moment même, par chacun d'entre nous. Je vous remercie d'avoir passé ce temps à vous plonger dans l'une des énigmes les plus mystérieuses et dramatiques de l'histoire ancienne. Si ce voyage à travers les millénaires vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux longs récits sur les grands événements et les tournants du passé. Votre attention est le meilleur soutien pour notre projet.